Plusieurs jours, une nuit, 0 tir, arrêt net. Après des irrégularités radio répétées et des indices thermiques rares, un convoi occidental censé rester clandestin se retrouve immobilisé, aligné, sans lutte apparente, au moment précis où la surveillance locale resserre son filet. Que signifie pour chacun l'instant où Ibrahim Traoré ne dramatise rien, laisse la démonstration parler, expose la scène au matin et oblige les récits concurrents, accidents logistiques ou mouvements structurés, à se mesurer à une image difficile à minimiser. Dans le Sahel, l'ombre devient soudain un risque politique. La promesse est simple et exigeante. Lire un fait sans extrapoler, comprendre un impact sans tir, mesurer une souveraineté sans discours enflammé. L'intérêt pour le spectateur est clair. Saisir comment une action silencieuse peut produire des effets politiques, sociaux et diplomatiques plus durables qu'une confrontation ouverte. Ici, l'enjeu dépasse l'immobilisation de véhicules. Il touche à la capacité d'un État à observer longtemps, à agir brièvement, puis à exposer sans provoquer l'escalade. Dans le Sahel, chaque mouvement militaire transporte une charge symbolique disproportionnée. Une erreur peut embraser, une démonstration maîtrisée peut stabiliser. Ce récit se place précisément sur cette ligne de crête. Il ne cherche pas à désigner des vainqueurs, mais à décortiquer une méthode et ses répercussions immédiates. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité d'un pouvoir à imposer des règles lisibles là où l'opacité a longtemps dominé. En filigrane, Ibrahim Traoré apparaît comme un pivot, non par la parole, mais par le tempo choisi. Comprendre ce tempo, c'est comprendre pourquoi un incident sans feu devient un signal régional. Un détail éclaire tout en 3 mots. Plusieurs jours, une nuit, 0 tir. Cette triade suffit à rendre l'épisode lisible parce qu'elle combine durée, compression du temps et absence de violence, 3 paramètres rarement réunis dans une même séquence. En quelques heures, un déplacement conçu pour rester discret devient visible, non par accident, mais par la convergence d'indices faibles suivis avec méthode. Le point de départ n'est pas spectaculaire. Des irrégularités radio apparaissent, puis reviennent. Isolées, elles n'alarment pas. Répétées, elles dessinent un motif. En parallèle, des signatures thermiques émergent dans des zones peu fréquentées, suggérant un passage hors des routes déclarées. Rien n'indique une urgence. Justement, cette persistance transforme un bruit en signal. L'observation s'allonge, les comparaisons s'accumulent, la cohérence se précise. À ce stade, l'histoire glisse du hasard vers la méthode. Les trajectoires évitent les villages, contournent les postes de contrôle, empruntent des couloirs rarement utilisés. L'objectif apparent n'est plus de comprendre une intention, mais de constater une logique opératoire, réduire la visibilité, exploiter des marges, passer sans explication. Dans un environnement où l'opacité a longtemps protégé des mouvements étrangers, ce choix devient paradoxalement une vulnérabilité. Ibrahim Traoré ne commande pas immédiatement. La posture est claire, observer d'abord, agir ensuite, parler après. Quand l'encerclement se produit, l'absence de chaos devient elle-même une donnée. Les véhicules sont immobilisés, alignés, propres, sans trace de lutte. La neutralisation prime sur l'affrontement. Ce détail, souvent négligé, pèse lourd dans l'interprétation. Une opération pensée laisse moins de place aux récits improvisés. Le contexte régional amplifie l'effet. Dans le Sahel, chaque geste militaire est surinterprété. À l'aube, l'incident cesse d'être technique. Il devient un test de souveraineté, renforcé par la circulation rapide des images et par la nervosité des chancelleries. La question n'est plus seulement ce qui a été vu, mais pourquoi le silence politique compte autant que les faits observables. Pour saisir l'impact immédiat, le récit quitte les salles de briefing et s'appuie sur des regards ordinaires. Leur valeur ne tient ni à l'héroïsme ni au sensationnel, mais à la précision de ce qu'ils perçoivent quand une opération silencieuse devient visible au grand jour. Ces témoignages agissent comme des capteurs sociaux, révélant comment un événement est ressenti avant d'être interprété. Un premier repère vient d'un commerçant réveillé avant l'aube à la périphérie de la capitale. Il décrit une circulation inhabituelle, sans panique ni confusion. Ce qui frappe, dit-il, c'est le rythme. Des véhicules locaux avancent lentement, comme s'ils suivaient une trajectoire déjà tracée. Les sirènes restent discrètes. L'impression dominante n'est pas la peur, mais le contrôle progressif du terrain
Minute après minute, un second repère apparaît au matin chez un technicien chargé d'examiner les images des blindés immobilisés. Son regard se porte moins sur l'idée d'une capture spectaculaire que sur ce qui manque. Pas de désordre, pas de dispersion, pas de traces de lutte. La scène semble figée, presque propre. Cette absence de chaos devient, pour lui, l'indice le plus parlant. L'intervention ressemble à une action préparée plutôt qu'à une réaction improvisée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré se dessine moins comme un orateur que comme un point d'équilibre politique. La parole différée laisse aux faits le soin d'installer le message. L'effet est perceptible rapidement. Les conversations s'animent, non par inquiétude, mais par une confiance prudente. L'idée essentielle devient claire. La souveraineté peut s'affirmer sans bruit, et cette retenue modifie immédiatement l'humeur collective. Le déclenchement ne ressemble pas à une alerte classique. Il commence par une anomalie qui insiste, puis revient. Une irrégularité radio apparaît sur les écrans, disparaît, puis se manifeste à nouveau plusieurs jours d'affilée. Rien de brutal, rien d'urgent. Pourtant, cette répétition modifie la lecture. Ce qui aurait pu rester un bruit technique devient un signal suivi dans la durée. La veille s'organise, les comparaisons se multiplient et un motif prend forme. En parallèle, d'autres indices s'ajoutent sans faire de vagues. Des signatures thermiques émergent dans des zones peu fréquentées, loin des axes déclarés. Elles suggèrent un mouvement de grande ampleur qui cherche à rester en marge. Les trajectoires observées évitent les villages, contournent les postes de contrôle, empruntent des couloirs rarement utilisés pour le trafic officiel. L'ensemble ne déclenche pas d'intervention immédiate. Il appelle une chose plus rare, la patience opérationnelle. Cette phase d'activation est décisive parce qu'elle fixe le tempo. L'objectif n'est pas de surprendre, mais de comprendre. Chaque nuit supplémentaire affine la carte invisible du déplacement. Chaque retour du signal renforce la cohérence de l'hypothèse. À ce stade, l'histoire cesse d'être une question de hasard. Elle devient une séquence construite où l'anticipation prépare la suite sans jamais s'exposer. Le point culminant intervient lorsque le convoi approche d'une zone sensible. La progression reste discrète. Les blindés avancent hors des routes déclarées, confiants dans l'opacité du terrain. Pourtant, le cercle se resserre déjà. Des unités locales positionnées à partir du suivi radio et thermique, convergeant lentement. L'encerclement n'est pas soudain. Il est progressif, presque imperceptible, jusqu'au moment où l'espace de manœuvre disparaît. La nuit joue ici un rôle clé. Aucun tir ne déclenche la panique. Aucune sirène ne fracture le silence. Les véhicules s'arrêtent net comme soumis à une contrainte invisible. La scène surprend par sa propreté. Les blindés sont alignés, immobiles, sans trace de lutte. Ce contraste constitue le cœur de l'événement. La supériorité technique attendue ne produit pas l'effet habituel. L'affrontement est remplacé par la neutralisation. À l'aube, la dynamique change encore. Ce qui aurait pu rester une opération nocturne bascule dans l'exposition publique. Des images circulent rapidement. Leur diffusion transforme l'immobilisation en message politique. Les rues s'animent non sous l'effet de la peur, mais d'une curiosité mêlée de fierté. Pour beaucoup, le contrôle du terrain devient soudain visible, presque tangible. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît pas par un discours, mais par une retenue calculée. Le silence accompagne l'exposition et renforce l'effet. Chaque étape, activation, encerclement, mise en lumière, consolide la précédente. L'épisode cesse d'être un incident isolé. Il devient un signal adressé au Sahel. La démonstration peut remplacer la confrontation, et le temps long de l'observation peut l'emporter sur la force brute. La séquence peut se lire à travers 3 repères simples, parce qu'ils structurent le temps et réduisent l'espace des interprétations. Plusieurs jours, une nuit, 0 tir. Pris isolément, chacun semble banal. Mis ensemble, ils dessinent une méthode et expliquent pourquoi l'épisode a produit un effet politique disproportionné. Le premier repère est la durée. Plusieurs jours d'irrégularité radio ont été relevés avant toute action visible. Cette donnée ne sert pas à impressionner, mais à cadrer le rythme. Une anomalie observée, puis confirmée sur une période prolongée, implique une veille continue, des comparaisons répétées et une discipline analytique. Elle signifie que l'observation n'a pas été impulsive. Elle retire à l'autorité locale l'image d'une réaction improvisée et installe celle d'une vigilance structurée. En termes politiques, ce temps long compte. Il crédibilise l'idée d'une capacité à attendre avant d'agir.
Le second repère est la compression temporelle. Après plusieurs jours d'observation, le basculement se produit en une seule nuit. L'écart entre la lenteur de la veille et la rapidité de l'intervention est frappant. En quelques heures, un convoi présenté comme intangible se retrouve immobilisé sans résistance visible. Ce delta raconte une compétence clé, savoir choisir le moment. Il transforme une accumulation d'indices faibles en action décisive. Il explique aussi pourquoi les réactions ont été si rapides. La scène concentre, dans un intervalle court, des enjeux accumulés sur une période bien plus longue. Le troisième repère est le plus parlant, 0 tir. L'absence totale de feu réduit considérablement la marge des récits concurrents. Elle signale que la stratégie n'était pas l'affrontement, mais la neutralisation. Elle indique un contrôle suffisant de l'espace et du tempo pour empêcher l'escalade, tout en produisant une image incontestable. Dans un environnement où la violence est souvent perçue comme inévitable, ce 0 agit comme un argument en soi. Il transforme l'opération en démonstration plutôt qu'en provocation. Ces trois repères fonctionnent ensemble comme une équation simple. Les jours construisent la base analytique. La nuit fixe l'instant symbolique. Le 0 tir impose la signature. Cette combinaison rend l'événement difficile à réduire à un accident technique. Elle oblige les observateurs à prendre en compte la méthode autant que le résultat. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant politique de cette gradation. La retenue dans la communication s'aligne sur la retenue opérationnelle. La parole vient après la preuve. Cette cohérence renforce l'impact, parce qu'elle laisse moins d'espace à la surenchère verbale. Pour la population, ces mêmes repères racontent d'une autre histoire, un territoire capable de détecter, d'intervenir sans violence, puis de montrer sans dramatiser. Ainsi, la preuve n'est pas un chiffre spectaculaire, elle réside dans l'articulation du temps. C'est cette articulation qui transforme une immobilisation silencieuse en signal durable pour le Sahel. Deux lectures concurrentes émergent dès que les images du convoi immobilisé circulent, et chacune tente d'imposer sa logique sans recourir à des preuves extérieures au récit. La première lecture avance l'hypothèse d'un incident logistique. Dans cette version, le déplacement de matériel aurait suivi un axe secondaire mal coordonné, avec une déclaration administrative imparfaite, mais sans intention politique. Les zones frontalières, rappelle-t-on, servent parfois de couloirs techniques où des convois peuvent dériver hors des routes habituelles. L'immobilisation serait alors le produit d'une suite d'erreurs, communication incomplète, assignation d'itinéraires défaillante, concours de circonstances. Cette lecture a un avantage. Elle minimise la portée politique et réduit le risque d'escalade. Elle s'appuie sur un argument de prudence familier des chancelleries. La seconde lecture défend l'idée d'un mouvement structuré et volontairement discret. Les mêmes éléments prennent ici une autre valeur. L'évitement systématique des villages et des postes de contrôle, la progression nocturne, l'usage de couloirs rarement empruntés et les irrégularités radio-répétées sont interprétés comme des choix destinés à réduire la visibilité. Les signatures thermiques observées dans la durée renforcent cette cohérence. Dans ce cadre, l'immobilisation sans tir n'est pas une coïncidence, mais l'aboutissement d'un suivi patient. Pour départager sans attribuer d'intention non démontrée, il faut revenir strictement aux faits décrits. Pour commencer, la durée affaiblit l'idée d'un accident ponctuel. Une dérive logistique se manifeste rarement sous la forme d'un motif répété sur plusieurs jours. Dans un second temps, les trajectoires observées, hors route déclarée, loin des villages, sont difficiles à concilier avec un simple mauvais aiguillage. Et pour finir, la neutralisation propre, sans chaos, suppose une anticipation et un contrôle incompatibles avec une réaction improvisée. Cela ne prouve pas une intention hostile, cela soutient plus solidement l'hypothèse d'un mouvement organisé observé puis contenu méthodiquement. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît surtout comme le garant politique d'une méthode, laisser les faits contraindre les récits plutôt que l'inverse. La force de la séquence tient alors moins à la conclusion qu'à la difficulté, pour toute lecture concurrente, d'ignorer la cohérence temporelle et opérationnelle exposée. Jusque-là, l'épisode pouvait rester confiné au vocabulaire technique, signaux faibles, trajectoire nocturne, encerclement discret. Le point médian naît d'un geste simple, presque banal, mais décisif, l'exposition.
Les blindés immobilisés ne sont plus seulement arrêtés, ils sont alignés, visibles, rendus publics au matin. L'opération cesse d'être nocturne. Elle devient un message politique lisible par tous, y compris par ceux qui n'étaient pas sur le terrain. Ce changement de registre reconfigure immédiatement les réactions. Les explications évoquant une erreur logistique perdent de leur force parce que l'image impose une autre lecture. Un mouvement supposé indétectable a été suivi, contenu, puis montré sans chaos. La population qui n'avait que des rumeurs reçoit une preuve concrète. Les diplomaties comprennent qu'un précédent est posé, non par un communiqué, mais par une scène impossible à ignorer. Dans cette bascule, Ibrahim Traoré renforce les faits par la retenue. Le silence ne minimise pas l'acte, il l'amplifie. En refusant la dramatisation, il transforme l'événement en repère plutôt qu'en provocation. La question centrale se déplace alors. Il ne s'agit plus de savoir ce qui s'est passé, mais jusqu'où cette nouvelle règle, observée, neutralisée, exposée, peut s'étendre dans le Sahel. Les effets de l'exposition ne se limitent pas à une image virale. Ils se déposent en couches successives, différemment selon les acteurs, et c'est ce décalage qui rend l'épisode durable plutôt qu'éphémère. Du côté des institutions, l'immobilisation silencieuse agit comme une validation à la fois opérationnelle et narrative. La séquence « plusieurs jours, une nuit, 0 tir » devient une grammaire d'action. Surveiller, intervenir brièvement, puis exposer lorsque les faits sont suffisamment lisibles. Cette cohérence renforce la crédibilité du pouvoir dans ses échanges extérieurs. Les demandes rapides de clarification émanant de capitales occidentales ne sont pas perçues comme routinières, mais comme un signe que l'incident ne peut être réduit à une simple erreur technique. La retenue d'Ibrahim Traoré, observée au moment clé, consolide cette posture. Fermeté sans surchauffe, démonstration avant argumentation. Du côté des entreprises et de l'économie de proximité, l'impact est plus pragmatique. Les acteurs ne célèbrent pas un symbole abstrait, ils observent des signaux de stabilité perçus. L'absence de chaos, la protection apparente des axes essentiels et la rapidité du retour à la normale produisent un léger déplacement de confiance. Il ne s'agit pas d'un retournement économique, mais d'une modification d'humeur suffisante pour influencer des décisions concrètes. Maintenir des stocks, rouvrir plus tôt, retarder moins certains échanges. Le récit mentionne aussi un effet immédiat et observable, une affluence temporaire près des grands axes, alimentée par la curiosité et la discussion, qui génère une activité réelle, même limitée dans le temps. Pour les citoyens, la conséquence est d'abord psychologique. L'exposition publique transforme une inquiétude diffuse en affirmation visible de souveraineté. Les conversations dans les rues ne sont pas dominées par la peur, mais par l'idée que le territoire peut être contrôlé sans basculer dans la violence. La sécurité n'est pas décrite comme totale, mais comme tangible. La présence silencieuse d'Ibrahim Traoré joue ici un rôle stabilisateur. Elle donne le sentiment que l'acte n'était ni impulsif ni incontrôlé. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode prend valeur de précédent. Le soutien exprimé par des voisins comme le Mali ou le Niger élargit la portée du geste. L'événement cesse d'être strictement national. Il suggère l'esquisse d'un bloc sécuritaire où la coopération repose sur la réduction des zones d'ombre. Pour les observateurs du Sahel, cette convergence impose une réévaluation. Les mouvements discrets deviennent plus risqués parce qu'ils peuvent désormais être suivis, contenus et rendus visibles sans escalade. À partir des éléments observables, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois sans attribuer d'intention non démontrée. L'incertitude demeure, mais les mécanismes de réaction deviennent plus lisibles. Dans un premier scénario possible, les capitales occidentales maintiennent des demandes de clarification tout en évitant l'escalade. Le discours public insiste sur l'hypothèse d'un déplacement accidentel et cherche à réduire la portée politique de l'épisode. Sur le terrain, les autorités burkinabées renforcent la surveillance radio et thermique afin de prévenir toute répétition du schéma. Les relations restent prudentes, rythmées par des échanges mesurés et une attention accrue aux signaux faibles. Dans la société, l'événement demeure un repère émotionnel, mais la vie quotidienne reprend d'une cadence plus régulière, avec une vigilance persistante dès qu'une anomalie réapparaît. Dans un scénario plus favorable, l'incident agit comme un catalyseur de coordination régionale. Les signaux de soutien venus de pays voisins se traduisent en procédures concrètes.
partage d'indices faibles, synchronisation des veilles transfrontalières et circulation plus rapide des analyses techniques. Les partenaires extérieurs, confrontés à un précédent visible, ajustent leur mode d'intervention vers des cadres plus transparents, limitant les couloirs opaques. La mobilisation citoyenne, au lieu de rester purement émotionnelle, se convertit en exigence de clarté et de cohérence dans la communication publique. Dans un scénario plus tendu, les interprétations contradictoires se durcissent. Certaines puissances extérieures réajustent leur dispositif ou durcissent le ton politique. Les réseaux sociaux amplifient ces divergences, nourrissant un climat de suspicion. À l'intérieur, la pression sur les institutions sécuritaires augmente. Chaque irrégularité est perçue comme une possible intrusion et le risque de surréaction s'accroît. L'espace diplomatique se rétrécit, rendant la gestion des incidents plus délicate. Une recommandation traverse ces scénarios. Plutôt que de chercher qui gagne, suivre la séquence, observer la méthode, puis mesurer les réactions. C'est dans cette lecture patiente que se joue la trajectoire réelle. La scène peut sembler lointaine, mais elle touche des publics très différents parce qu'elle modifie la relation entre perception et pouvoir. Chacun y projette ses attentes, ses craintes et ses critères de crédibilité. Pour une partie de la jeunesse urbaine, l'épisode agit comme une validation émotionnelle. Il nourrit l'idée qu'un territoire peut cesser de subir et reprendre la maîtrise de son récit. Les images fournissent un symbole facile à partager, mais elles posent aussi un test implicite. La fierté collective peut-elle se traduire en exigence de méthode, de contrôle et de responsabilité, plutôt qu'en slogan éphémère? La séquence invite à regarder au-delà de l'instant viral et à s'interroger sur la durée. Les commerçants et petites entreprises lisent l'événement sous un angle plus concret. Ils n'attendent pas une paix abstraite, ils observent des signaux pratiques. Absence de chaos, continuité des flux quotidiens, perception d'un contrôle du terrain. Cette lecture prudente peut suffire à influencer des décisions modestes mais réelles. Ouvrir plus tôt, maintenir un approvisionnement, retarder moins certaines transactions. La confiance reste limitée, mais elle se déplace légèrement. Pour les observateurs régionaux et amateurs de géopolitique, l'impact est analytique. Ce qui compte n'est pas seulement l'immobilisation, mais la méthode exposée. Surveillance prolongée, action courte, communication sobre. L'épisode devient une grille de lecture applicable à d'autres situations du Sahel, invitant à comparer des séquences plutôt que des discours. 2 repères simples peuvent guider le spectateur. Pour commencer, distinguer l'image de la méthode. Une photo frappe, une séquence explique. Dans un second temps, repérer ce qui change réellement, la capacité à détecter, à intervenir sans escalade, puis à exposer sans surchauffer. C'est souvent là que se décide la suite. Sans ajouter de faits extérieurs, la séquence permet d'esquisser une feuille de route cohérente avec ce qui a déjà été observé. Elle repose sur 4 gestes simples, ordonnés dans le temps et mesurables sans surenchère. Pour commencer, observer durablement. Les unités techniques prolongent une veille radio et thermique dans les zones où des irrégularités sont apparues. Le rythme est hebdomadaire, avec des routines fixes. L'efficacité ne se juge pas au nombre d'alertes, mais à leur qualité. Capacité à confirmer un motif, à distinguer le bruit du signal et à documenter les écarts sans précipitation. Dans un second temps, coordonner rapidement. Les partenaires régionaux formalisent un protocole de partage d'indices faibles. Échanges radio atypiques, trajectoire nocturne, signature thermique. La transmission intervient dans un délai court après détection. La performance se mesure à la cohérence des analyses croisées et à la réduction des contradictions publiques, plutôt qu'à la quantité d'informations échangées. Après cela, intervenir sans escalade. Lorsque les données convergent, l'action privilégie la neutralisation et le contrôle du tempo. L'objectif n'est pas de produire un choc, mais d'empêcher la fuite ou l'escalade. Cette retenue opérationnelle prépare la phase suivante et limite les interprétations adverses. Et pour finir, exposer avec sobriété. La communication intervient après consolidation des faits. Montrer quand c'est clair, éviter la dramatisation, laisser l'image porter le message, l'efficacité se lie dans la stabilité des réactions sociales et la lisibilité diplomatique. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré apparaît comme le point d'équilibre, maintenir le tempo, aligner l'action
et la parole et laisser la démonstration encadrer le débat. Le motif revient comme une boucle qui se referme, la nuit puis le matin. Au début, un commerçant parlait de véhicules avançant en silence, comme sur une carte invisible. Cette image, modeste et presque anodine, devient rétrospectivement le fil conducteur de toute la séquence. Elle dit qu'avant l'exposition publique, il y a eu une patience, une discipline, une manière de tenir le terrain sans le brûler. Au matin, les blindés alignés sous la lumière ne racontent pas seulement une immobilisation, ils racontent un déplacement intérieur. Une population habituée à l'opacité découvre que l'anticipation peut devenir une force politique. Le contraste entre l'ombre et la lumière devient un langage partagé. Ce qui circulait clandestinement est rendu visible, sans que la violence n'impose sa loi. Dans cette retenue, Ibrahim Traoré occupe une place particulière. Le silence n'efface pas la décision. Il la densifie. Il transforme l'acte en repère durable plutôt qu'en moment de surenchère. La fierté qui en découle n'est pas bruyante. Elle repose sur la cohérence entre observation, action et preuve. Une phrase s'impose, simple et ferme. La souveraineté commence parfois par un silence maîtrisé. Au-delà de l'épisode, ce qui demeure est une image sociale plus large. Des frontières ne sont plus seulement des lignes abstraites, mais des espaces où la perception peut basculer en quelques heures. La scène des blindés immobilisés met face à face deux logiques. L'opacité des couloirs nocturnes et la transparence d'une démonstration exposée au matin. Entre les deux, un choix collectif se dessine. Ce choix n'oppose pas des camps figés. Il invite à exiger que les récits soient contraints par des preuves, plutôt que portés par la surenchère. Pour les citoyens, cela signifie discuter des faits avant de juger les intentions. Pour les acteurs économiques, observer les signaux réels plutôt que les slogans. Pour les institutions, maintenir une cohérence entre méthode, action et parole. Dans cette perspective, la retenue affichée par Ibrahim Traoré agit comme un rappel. La crédibilité se construit parfois sans élever la voix. Le débat gagne alors en profondeur quand il quitte la polarisation pour examiner les conséquences concrètes. Reste une question ouverte, laissée aux spectateurs. Faut-il voir dans cette séquence un avertissement ponctuel ou le début d'une règle nouvelle au Sahel, où l'ombre recule parce que la preuve est rendue visible ?